Jusqu'à quel point sommes-nous entourés d'espions? C'est vrai qu'on se pose la question au vu de ces nombreuses affaires qui secouent les pays occidentaux. On trouve de tout, hein. On va le voir dans ces profils d'espions, mais les candidats ne manquent pas, ça c'est sûr, à tous les échelons. Alors on va commencer avec cette histoire rapportée par Slate.fr. Notre taupe est là, un Écossais. C'est l'homme que vous voyez ici à l'image. Il s'appelle David Ballantyne Smith, il a 58 ans et il était agent de sécurité à l'ambassade de Berlin, ancien pilote de la Royal Air Force, donc il n'était pas particulièrement haut placé, cet homme, mais il avait un gros atout en tant qu'agent de sécurité. Il pouvait aller et venir, bien sûr, à sa guise, dans les locaux de l'ambassade britannique à Berlin, et il a profité de cette liberté, David Smith, pour fouiller dans les bureaux et copier des documents secrets. Entre autres, a-t-il été précisé au cours de son procès, une lettre adressée au Premier ministre de l'époque, Boris Johnson. Il a aussi poussé la trahison, David Smith, jusqu'à transmettre aux Russes les données personnelles de ses collègues, des autres employés de cette ambassade britannique à Berlin, et même des photos de leurs proches. On peut imaginer ce que les Russes avaient en tête en demandant cela. Et puis là aussi, c'est la photo que vous voyez en premier, filmer les images de vidéosurveillance de l'ambassade, et c'est entre autres comme ça qu'il s'est fait prendre, puisque cette pièce était elle-même filmée comme vous le voyez. En fait, selon le Daily Mail, ce David Smith avait développé une haine pour son propre pays, une étrange obsession, disent-ils, envers Vladimir Poutine, après un événement personnel. Sa femme était ukrainienne, elle l'avait quitté en 2018, figurez-vous, pour retourner dans le Donbass. Il était donc devenu espion, amateur, après cet événement qu'il avait totalement chamboulé. Et il était assez chichement rémunéré pour sa tâche. Les autorités ont juste retrouvé la trace d'un versement de 1 300 € en cash. La peine, en revanche, n'est pas allégée. 13 ans de prison. Écoutez le juge. Je suis sûr que vous avez commis ces crimes dans l'intention d'aider la Russie, un État qui, à l'époque comme aujourd'hui, était considéré comme hostile au Royaume-Uni. Votre motivation en les aidant était de nuire aux intérêts britanniques. Cyril Amourski. Oui, moi j'ai une vraie question au niveau de l'État français en fait. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a justement des journalistes ukrainiens de Ukrainskaya Pravda, qui est le plus grand média ukrainien, qui ont fait une enquête sur les personnes qui résidaient en ce moment à Courchevel. Et il y a beaucoup de Russes qui sont proches du pouvoir. Donc moi je me pose déjà une question à ce niveau-là, parce que ça participe aussi à des missions d'espionnage, etc. Comment est-ce que c'est possible que la France délivre des visas à ces gens-là? Voilà. Après un an de guerre, enfin guerre majeure, parce que la guerre, ça fait 9 ans qu'elle est là. Comment est-ce que c'est possible qu'on livre des visas? Vous voulez dire que la prévention de l'espionnage devrait être au point où un Russe fortuné qui veut aller en visite à Courchevel... Mais pas que. Parce que moi, je vais vous donner un autre exemple. Il y a aussi des concitoyens français. J'ai son passeport juste en face de moi. Je ne vais pas citer son nom, mais qui devrait passer, d'après mes sources, dans la semaine sur Sud Radio pour faire un témoignage sur sa vie dans le Donbass, qui a obtenu le passeport de la soi-disant République populaire de Donetsk et qui vit tranquillement aujourd'hui en France. Mais comment est-ce que c'est possible d'autoriser à ces gens-là de revenir en France, vivre tranquillement, alors qu'ils ont eu le passeport concret d'un État fantoche qui n'existe pas et qui est soutenu par la Russie tout ce temps-là? Je comprends pas comment est-ce que la France peut autoriser à ces gens-là de revenir. Et je suis sûr que la DGSE, elle a ce type d'information. Si moi j'ai son passeport en face de mes yeux, c'est que les autorités françaises le savent. Et pour moi, c'est un Français, mais il a le passeport de la soi-disant République populaire de Donetsk. Ah oui. Ça pose un vrai problème. Surtout aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut... Je vois pas comment on pourrait interdire un Français. Oui, non, mais attendez, un Français qui va par exemple combattre pour Daesh... Il peut être interrogé, mais il revient. D'accord. Il peut être interrogé, mais il revient. Attendez, un Français qui va combattre pour Daesh, par exemple, est-ce qu'il va revenir tranquillement en France ou comment ça se passe? Il peut être débriefé terroriste. Ah, il peut être débriefé poursuivi, mais on ne peut pas aujourd'hui... l'empêcher de rentrer en territoire français. Non, mais c'est pas une question d'interdire. C'est une question de justement mener une opération par rapport à cette personne-là. Avoir des entretiens. Des poursuites plus systématiques. Oui, mais surtout qu'il va participer donc à une émission avec une radio majeure apparemment. Et le fait de reconnaître la Russie comme État terroriste, ça sert à rien en fait. Tout le monde a voté, et le Parlement européen et tout ça, tout le monde a voté avec beaucoup d'enthousiasme cette reconnaissance, mais en fait, ça ne sert à rien. L'Assemblée l'a pas voté. Ouais. Il y a le bateau Ruski Standard qui se balade tranquillement sur l'Atlantique française, qui entre dans tous les ports avec toutes les sous-marines français, et personne ne fait attention. Exactement, on ne fait rien. Notre ami Jérôme Poirot, il a dit que peut-être ils sont tous sur surveillance. Peut-être c'est fait exprès.
On ne sait jamais. Nathalie Turine, vous qui avez un père, vous l'avez souvent dit, un père qui était agent alors de la branche militaire, n'est-ce pas, du GRU, est-ce que déjà à l'époque, les Occidentaux étaient selon vous trop naïfs de ce que vous constatiez? Ah bien sûr, moi je peux dire que c'est très très naïf. D'ailleurs, ce monsieur, tout à l'heure, je le regarde, ça m'a fait penser, je donne toujours des exemples de la littérature. Il y avait un livre extraordinaire qui s'appelait « Notre agent à la Havane ». Et en fait, c'était un monsieur qui vendait des schémas des machines à laver au contre-espionnage, et comme personne ne savait que c'était ça, en fait, je me souviens que quand j'ai invité mon père, qui n'était plus en exercice en France, pour me rendre visite à Paris, il y avait ses collègues sur le quai de Grenelle, c'était DST, je pense, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, ils m'ont convoqué pour dire, vous voulez faire venir votre père qui est un espion, on le sait, dites-le. Je dis, écoutez, vous savez mieux. Et ils ont terminé, les deux, l'agent de DST et mon père, à boire la vodka chez moi à la maison. En fait, c'est ça. C'est un peu anecdotique, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup d'exemples, Florence. Oui, on alors en a ça, c'était cité l'anecdotique, quelques-uns. effectivement, ou en tout cas ce qui a l'air de l'être. Mais il y a des cas beaucoup plus sérieux, et là, qui peuvent faire beaucoup plus de tort, bien sûr, notamment à l'Ukraine. Alors, autre exemple, donc un homme, un Allemand. On ne le connaît que sous le nom de Carsten L. On ne connaît pas vraiment son identité, donc interpellé le 22 décembre, il n'y a pas longtemps. C'est, ou plutôt c'était, un agent des services de renseignement allemands. Et lui était bien placé et pouvait vraiment transmettre des informations confidentielles aux Russes. C'est le Spiegel, on précise, qui a révélé l'affaire. Et selon les journalistes allemands, le FSB lui aurait demandé de fournir les coordonnées GPS, notamment des systèmes de boucliers antimissiles Iris-T et des fameux lance-roquettes HIMARS. On ne sait pas si ces données ont finalement été transmises, mais on sait que Moscou misait beaucoup sur cet homme qui était donc très haut placé et qui n'était pas très prudent. Les enquêteurs ont retrouvé dans son casier personnel des enveloppes remplies de billets pour une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il a été placé en détention provisoire et ces deux affaires ne sont pas des cas isolés. Selon les services de sécurité allemands, les activités d'espionnage russe en Allemagne sont une activité en plein essor depuis le début de la guerre en Ukraine. On voit qu'on est dans une guerre du renseignement. On est entré dans un nouveau stade, Guillaume Ranquette. Oui, mais dans le renseignement, il faut bien distinguer deux choses. Il y a la surveillance de pays qui sont potentiellement des ennemis, et puis il y a l'espionnage militaire. Et aujourd'hui, celui qui serait central, vital pour les Russes, c'est celui-là, c'est-à-dire la capacité qu'ont les Russes de savoir ce qui se passe au sein de l'état-major européen de l'OTAN, de savoir ce que décide le Français, qui est le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, et qui donc coordonne l'aide militaire de ces pays européens. Et ça, je peux vous dire que c'est incroyablement surveillé. C'est-à-dire que vous avez pour le coup les profils des gens qui sont dans ces centres de commandement, ils sont connus, ultra connus et surveillés. Donc je pense que aujourd'hui, il y a toujours de l'espionnage, je veux dire, comme il y en a, même parfois entre alliés occidentaux. Mais est-ce que les Américains sont très forts. Hein. Voilà, mais est-ce qu'il y a une capacité des Russes à savoir ce que font les Occidentaux entre eux pour aider l'Ukraine? Là, pour le coup, j'en suis pas sûr, et heureusement. On voit toujours à l'image passer la Lubyanka, qui était la maison historique de ce qu'était le KGB, avant ça la Tchéka, etc., à Moscou. C'était la maison, enfin, cette maison-là, elle symbolise tout ce dont on parle. Hein. Ah, c'est quelque chose, tu passes devant, tu as la chair de poule. Hein. Je pense que c'est une bonne cible pour les longs portés. L'armée ukrainienne. Moi, je pense que le jour où la bombe va tomber sur cet édifice, M. Macron peut dire c'est fini avec le régime. Ouais. C'est le cœur vraiment ça du régime. C'est vraiment le cœur. S'il y a un endroit qu'il faut viser, c'est ça. Non, mais c'est le terme, les silaviki, donc vraiment les personnes qui concentrent en fait la force. C'est le Tchéka grâce à laquelle le pouvoir bolchevique a pu tenir jusqu'à présent. Ça tient toujours. De Dzerzhinsky à Poutine. Voilà, exactement. Mais plus globalement, on redécouvre après 30 ou 40 ans en Occident, notamment en Europe, moins les Américains, mais en Europe, on redécouvre ce que c'est que la force, finalement. On a vécu 30-40 ans dans l'hédonisme, le pacifisme, l'utopie, les doux rêves de la paix perpétuelle grâce au commerce et au business. C'était notamment la théorie des Allemands. Plus on fait de business avec Poutine, et plus finalement tout ça va se réguler grâce à l'homo economicus. Non, le tragique de l'histoire revient.
la force revient. Et Emmanuel Macron l'a dit à Munich il y a 3 jours. Il appelle les Européens à une conférence sur l'armement pour qu'enfin on rehausse nos niveaux de budget militaire. Mais je crois que c'est la même chose pour le renseignement. On voit que les guerres modernes vont être des guerres de renseignement. Et les Européens doivent hausser le niveau de jeu quand on voit à quel point ces pays-là ont des populations relativement pauvres et par contre les budgets militaires et les budgets de renseignement sont colossaux et on ne joue pas avec les mêmes armes. Est-ce qu'on est au stade des mesures plus offensives? On se rappelle dans la Seconde Guerre mondiale des Churchill par exemple qui pratiquaient l'internement administratif, qui passaient des mesures beaucoup plus autoritaires. Est-ce qu'il faut faire comme le suggérait Cyril, empêcher de manière très systématique des visas russes, par une sorte de soupçon sur les Russes, ou est-ce que c'est dans nos démocraties libérales quelque chose à laquelle on ne doit pas arriver, Guillaume? Il faut maintenir nos principes, mais il faut élever le niveau de jeu, et c'est la complexité. Oui, mais là, on est très concret. Est-ce que tous les Russes, on considère que tout Russe est suspect? C'est le grand débat. Moi, je ne le pense pas. Ah non, tout Russe n'est pas je ne le pense pas parce que, d'abord, il y a dans cette guerre une dimension civilisationnelle, et donc on ne peut pas se battre avec une société policière qui mettrait le soupçon sur tous les Russes. De la même façon que moi j'ai toujours été très mal à l'aise avec cette idée qu'il faille sanctionner le monde de la culture russe et ne plus jouer Tchaïkovski dans les opéras européens. Moi je pense que nos services de renseignement sont parfaitement équipés pour savoir qui surveiller. Et encore une fois, dans une période de guerre de haute intensité, ce qu'il faut surveiller, c'est Rammstein. Hein, c'est la base de l'OTAN en Europe où se coordonne toute l'aide occidentale et qui est le siège les unités aériennes de l'OTAN pour l'Europe. Je pense que c'est là que ça se passe. Mais après, Guillaume, les Américains ont diffus, battu. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est les Américains qui le prévoient. Oui, c'est pas les Européens. Vous avez raison, c'est la raison. Donc ils nous fournissent l'armement pour contrer... Enfin, ils fournissent à l'Ukraine, les Américains, l'armement. Nous, les Européens, on n'a pas les moyens. Ils donnent la date de déclenchement de la guerre, les Américains, parce que nous, on n'a pas les moyens. Je regrette, il faut que l'Europe se réveille. Il y a est-ce qu'on espionne tout le monde? Et à mon avis, la réponse est non. Et puis il y a est-ce qu'on a assez de moyens pour espionner? Et là, la réponse est oui. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, dans ses récentes déclarations sur l'augmentation des budgets militaires, il a un peu refroidi les militaires de l'armée de terre qui disent donnez-nous plus de chars, parce qu'en gros, il dit quand même la Russie c'est loin, donc c'est peut-être pas la priorité. En revanche, donnez-nous plus de moyens pour la guerre cyber et pour le renseignement, là, il l'a donné. Tout à fait. Écoutez, moi, je voulais dire par rapport à interdire les visas aux Russes, moi, je pense que le principe d'interdire quelque chose à une nation entière, c'est faux. En revanche, je donne raison aux Américains avec le projet de macartisme. Parce que quand M. Macron dit que le régime va rester en place, c'est parce qu'il renonce d'emblée de le vaincre. Or, aujourd'hui, il y a énormément de gens sur le territoire français qui, effectivement, travaillaient pour le régime de Poutine, qui ne payent pas d'impôts en France, qui sont face à la Tour Eiffel et qui roulent les pouces. Donc, en fait, quand, après la guerre, quelqu'un qui travaillait pour la SS, il fallait qu'il aille travailler dans les champs. On verra ce qu'il en est.